Bonjour à tous, cours du 3 décembre 2020, reprise d'éléments du corpus documentaire précédent sur les femmes dans la Révolution, avec le sort de Madame Roland du côté des Girondins et d'Olympe de Gouges, faisant connaissance aussi avec Robespierre, et enfin la situation de la France entre 1792 et 1795, cette France assiégée. Car il faut bien comprendre pourquoi cette première république, déclarée en 1792, qui met fin non seulement à la monarchie absolue évidemment, mais également au projet de monarchie constitutionnelle, eh bien, pourquoi cette première période 1792-1794 est qualifiée par les historiens de terreur, avec comme chef de file, leader des montagnards, ce parti radical révolutionnaire, Maximilien de Robespierre, 1758-1794, dont François nous avait lu la biographie. Robespierre est issu de la bourgeoisie de la ville d'Arras. Il est donc membre du tiers-État par sa naissance et député du tiers lors de la réunion des États généraux de 1789. Et en reprenant la peinture de David, illustrant le serment du jeu de paume, l'on y reconnaît Robespierre. Dans cette notice biographique de votre manuel scolaire, il est caractérisé comme très dur, rigoureux, intransigeant, n'acceptant aucun compromis. Il est aussi celui qui va mettre en œuvre une politique de répression face à ses opposants, les contre-révolutionnaires, certes, adeptes du retour de la monarchie, mais également ses opposants politiques, les Girondins. Les deux personnages féminins que nous avons rencontrés lors du cours précédent, Madame Roland et Olympe de Gouges, en seront les victimes. Dans cette lettre du 25 décembre 1792, Madame Roland témoigne à Joseph Sevran, ancien ministre girondin de la République, l'acharnement qu'elle subit. Un acharnement politique mené notamment par Marat, montagnard, pamphlet écrit où elle est présentée comme complotiste et où l'on demande son arrestation. Ce témoignage est très intéressant car il démontre l'impossibilité au sein du camp révolutionnaire de défendre une autre vision de la République que celle des montagnards, c'est-à-dire une autre vision de la démocratie que celle intransigeante de Marat, Danton ou Robespierre. Et si vous relisez bien la première ligne, il y a des projets désastreux contre Louis XVI. Vous comprenez que les Girondins, la majorité d'entre eux, sont opposés à l'exécution du roi. Quant au plaidoyer d'Olympe de Gouges, elle se défend elle-même lors de son procès en 1793 après son arrestation. Sous ce pseudonyme, sous ce nom qu'elle a elle-même créé de toutes pièces, cette féministe révolutionnaire revendiquait les mêmes droits pour les femmes que pour les hommes. Souvenez-vous de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Jugée, elle, trop extrémiste et dérangeante, elle est également arrêtée. Dans cette plaidoirie pour se défendre, j'avais insisté pour que vous compreniez qu'une plaidoirie est prononcée le dernier jour d'un procès par à la fois les avocats de la défense et les avocats de la partie civile. Elle présente les montagnards comme des tyrans, de vils délateurs, de vieux esclaves des préjugés de l'Ancien Régime, des républicains de 4 jours. Olympe de Gouges accuse ceux qui l'ont dénoncé d'être portés par des motifs innommables, tandis que ceux qui la jugent sont arrivés au pouvoir illégitimement. Ce sont des tyrans qui ne veulent pas réellement changer cette société d'Ancien Régime, vieux esclaves des préjugés de l'Ancien Régime, qui n'ont pas une âme véritablement républicaine comme elle, républicains de 4 jours. Posons-nous alors la question, mais
Qu'est-ce qui donne le pouvoir aux montagnards d'arrêter sous simple dénonciation, de conduire un procès rapide et d'exécuter tous leurs opposants, décapités par la guillotine? La France est en fait attaquée par toutes les monarchies européennes, et c'est ce qui permet aux montagnards, et notamment à Robespierre, Danton et Marat, de mettre en place une dictature, donc sans passer par un vote des lois par l'Assemblée nationale, d'adopter immédiatement des mesures rapides pour lever une armée de la République et également arrêter en France tous ceux qui sont ennemis de la République. Qui sont les ennemis de cette jeune République? La monarchie autrichienne, n'oublions pas que la reine de France, Marie-Antoinette, est princesse royale d'Autriche. La monarchie de Prusse, la couronne d'Angleterre et sa force navale qui attaque à la fois par l'Atlantique et par la Méditerranée. Sans oublier les Bourbons d'Espagne, cousins de Louis XVI, et également les Provinces-Unies, les Hollandais. Non seulement donc cette jeune république doit faire face à cet ennemi de l'extérieur, mais également la République est attaquée de l'intérieur par les contre-révolutionnaires, ceux qui veulent ou le rétablissement de la monarchie ou renverser les montagnards. La jeune République devient donc une cible de toutes les puissances monarchiques européennes fragilisées par la contre-révolution. C'est pourquoi une loi sur la circonscription pour lever une armée est très rapidement adoptée. Mais qui vont être les cadres, les officiers de cette armée? Puisque dans l'Ancien Régime, ces charges d'officiers étaient réservées aux nobles. J'ai choisi 2 de ces jeunes gens qui vont s'engager à tout juste 20 ans dans ces armées révolutionnaires. Jean de Dieu Soult, né en 1769 et mort en 1851, qui sera plus tard fait maréchal de France, et Napoléon Bonaparte, jeune noble pauvre de Corse, né en 1769 et mort en 1821. Tous 2 de la même génération, ils s'engagent avec les mêmes idéaux dans cette armée révolutionnaire, mais aussi avec les mêmes ambitions. Je vous quitte sur l'évocation de ces 2 généraux, de ces 2 personnages qui vont marquer l'histoire militaire, mais surtout l'histoire politique de la France de la première moitié du XIXe siècle.